La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio. C'est le moment de faire le point sur la quotidienne de cette nuit avec des matchs en veux-tu, en voilà, la reprise de la NBA qui est bien là avec un véritable marathon. On espère que vous êtes bien installés et que vous prenez la mesure de l'enchaînement des matchs qui se jouent du côté de la NBA. Ça va très très vite, ça va très très fort. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire. On n'oublie pas d'envoyer un gros big up à notre nouveau partenaire. Il s'agit de Mike Laviol, représentant du média Dino Talks, qui va bien entendu nous faire vivre qui nous fait vivre, en tout cas qui fait vivre du côté des Raptors de Toronto, puisque Mike Laviol, pour ceux qui ne le savent pas, est donc journaliste du côté de l'Express au Canada. Et il s'occupe spécialement des Raptors de Toronto et il est donc responsable du média Dino Talks où ils font le point sur cette saison et sur les Raptors de Toronto. Donc vous retrouverez sur le parquet de la radio, en tout cas sur le parquet de la radio, voilà, vous retrouverez régulièrement les quotidiennes de ce média Dino Talks sur les Raptors de Toronto avec Mike Laviol. On lui envoie un gros big up. Donc juste après ce show, vous aurez bien entendu sur les réseaux Radio Off, vous aurez la quotidienne concernant l'après du match des Raptors de Toronto face aux Lakers, parce que on rappelle, je reviens sur la liste des matchs de la nuit sur lesquels on va s'appesantir. Le Heat de Miami d'abord face aux Nuggets de Denver, le Jazz d'Utah face au Thunder d'Oklahoma City. Belle surprise dans ce match. Les Lakers, les Clippers de Los Angeles qui relèvent la tête face aux Pelicans de Zion Williamson. La déception des Sixers de Philadelphie face aux Pacers d'Indiana de Victor Oladipo. Et la très belle victoire des Raptors de Toronto face aux Lakers de Los Angeles. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager avec vous les amis. Restez bien accrochés. C'est parti pour la quotidienne FM NBA avec Oncle Phil Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va enchaîner. On va enchaîner donc avec cette rencontre. On a démarré donc la nuit avec la rencontre qui a opposé le Heat de Miami aux Nuggets de Denver. Belle victoire du Heat de Miami avec le duo Bam Adebayo. Jimmy Butler et Bam Adebayo qui ont donc donné une leçon aux Nuggets de Denver. Mais après la pause, donc on le rappelle, un bon démarrage du Heat de Miami qui a donc dominé le Nuggets sur un score de 125. Sur le score de 125. Alors laissez-moi le temps de bien regarder ce score. Les yeux dans les yeux. 125 à 105. 125 à 105, voilà, c'est bien ça, 125 à 105 pour ce match, dans un match où le Heat a fait la différence en seconde mi-temps, notamment lors du troisième quart-temps, remporté 33-22, ils ont compté jusqu'à 28 points d'avance au dernier quart-temps. Miami a donc été mené par le duo de All-Star Bam Adebayo et Jimmy Butler. Bam Adebayo, excusez du peu, 22 points, 7 sur 12 au tir, 9 rebonds et 6 passes. Jimmy Butler, 22 points, 6 sur 11 au tir, 4 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Duncan Robinson a été précieux avec 17 points à 5 sur 9, donc 3 sur 7 de loin, alors que Kelly Olynyk a fait le show en dernier quart avec 20 points. Il était à 8 sur 11 au tir, donc 4 sur 6 à 3 points, tous inscrits en dernier quart-temps. Miami a shooté à 55,9%, donc un excellent 13 sur 29 de loin. En face, les Nuggets étaient décimés, privés de la base arrière commune que l'on connaît. Jamal Murray, Gary Harris, lui, avait commis... on rappelle que Denver a été décimé, privé de sa base arrière. Jamal Murray, Gary Harris ont commis trop d'erreurs.
19 ballons perdus, 32 fautes pour cette équipe au complet. Globalement, hein, collectivement, 19 ballons perdus et 32 fautes réalisées par les Nuggets de Denver. Nikola Jokic a signé 19 points, 7 sur 16 au tir, donc 1 sur 5 à 3 points, 7 rebonds, 6 passes, mais il a manqué d'aide dans le 5, à l'image du 3 sur 9 de Paul Millsap, du 4 sur 11 de Michael Porter Jr. Jeremy Grant a signé, lui, 19 points en sortie de banc. À noter que les premiers pas en NBA de Bol Bol, qui a mis une vingtaine de secondes pour inscrire ses premiers points, a signé 4 points, 4 points à 2 sur 5 au tir, 5 rebonds et une passe. Le Heat de Miami a été le premier à prendre les commandes avec un 10-0 sous l'impulsion de Bam Adebayo, Jimmy Butler et Duncan Robinson et en profitant de la grosse maladresse des Nuggets 18-10. Cette bonne adresse n'a pas duré bien longtemps pour le Heat. Nikola Jokic en a profité pour amener les siens dominateurs à l'intérieur, 18 sur 18. C'est finalement Miami qui a viré en tête à 28-26 à l'issue d'un quart marqué par 18 fautes, mesdames et messieurs. Le match était très serré au niveau des fautes. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de maladresse au tir, conséquence aussi des bonnes défenses qu'elles jouent. Bam Adebayo, Duncan Robinson et Kendrick Nunn ont mis Miami en tête 46-41. Mais les Nuggets ont passé un gros run en profitant de quelques largesses défensives pour aller scorer sur des layups. Ils ont passé un 16-4 avec Jeremy Grant, Paul Millsap ou encore un bon passage de PJ Dozier 57-50. Le Heat de Miami a stoppé l'hémorragie dans la dernière minute avec un 2+1 de Jimmy Butler et un tir à 3 points de Duncan Robinson 57-56 à la pause. Les Nuggets ont bien démarré la seconde mi-temps sur un 6-2, mais le match a basculé. Le Heat a profité des erreurs des Nuggets pour lancer un 14-3 dans le sillage de Bam Adebayo et Jimmy Butler qui est devenu un 29-8. Les Nuggets ont eu toutes les peines du monde à ralentir les Heat de Miami qui se sont envolés sur cette fin de match 87-72. Michael Porter Jr. a stoppé la série avec l'aide de Monte Morris, mais sur un dernier panier au buzzer du Butler, le Heat de Miami a viré en tête 94-79 avec 38 points inscrits dans ce carton. Sur leur lancée, le Heat de Miami a porté son avance à 20 unités grâce à Olynyk avec un 2+1 de Jimmy Butler. 103-83, les hommes de Erik Spoelstra ont ensuite déroulé en contrôle total de ce match pour prendre 28 points d'avance avec 3 tirs à 3 points, coup sur coup, de Kelly Olynyk qui était véritablement intenable dans ce match. Intenable. Donc véritablement les Nuggets de Denver qui ont souffert dans cette rencontre face au Heat de Miami. On l'a dit, on le rappelle, le premier problème des Nuggets, c'est l'absence de leurs joueurs clés. La base arrière, je l'ai dit, absente sur ce match. Jamal Murray, Gary Harris qui n'ont pas été présents. Trop de fautes commises par les Nuggets de Denver. 32 fautes commises par cette équipe. 19 ballons perdus. Ça fait mal avec cette équipe. Et on dit aussi, on n'excuse pas le manque d'adresse des Nuggets de Denver qui ne pouvaient compter que sur Nikola Jokic. 19 points dans ce game. Michael Porter Jr. a lui aussi tenté d'apaiser un petit peu les difficultés des Nuggets, mais c'était véritablement compliqué. Au niveau des plus-minus, je l'ai dit, vous l'aurez compris, les Nuggets de Denver qui ont déchanté l'intégralité de cette équipe a complètement déjoué avec Paul Millsap qui a été celui qui a le plus souffert avec moins 20 en plus-minus pour Paul Millsap, 8 points, moins 15 en plus-minus pour Michael Porter Jr., moins 19 pour Tony Craig. Nikola Jokic était à moins 10 malgré ses 19 points et moins 11 pour Morris malgré ses 13 points. Les Nuggets de Denver qui ont souffert, il n'y avait rien à faire face aux Heat de Miami en seconde mi-temps, qui ont porté les stockades pour les détruire et on va féliciter l'énorme match de Robinson, 34 minutes de temps de jeu pour l'arrière du Heat de Miami, plus 28 en plus-minus avec ses 17 points. C'est lui qui a véritablement pesé
dans cette rencontre, hein, je l'ai dit, malgré le duo. On rappelle que le duo Bam Adebayo, Jimmy Butler était présent, 22 points pour les deux, plus 19 en plus-minus pour Bam Adebayo, plus 9 pour Jimmy Butler. Mais c'est véritablement le jeu en attaque et en défense de Duncan Robinson qui a été précieux. Je vais surtout parler de la défense de cet arrière. Duncan Robinson, sous le contrôle, sous les ordres de son coach Eric Spoelstra, a très bien mené son équipe en défense avec plus 28 en plus-minus, 17 points, 2 rebonds, une passe décisive. Mais c'est véritablement la défense, hein, en tout cas la défense collective de cette équipe de Heat de Miami qui a permis de maîtriser les Nuggets de Denver. Aucun joueur de cette équipe de Heat de Miami n'a été en plus-minus négatif. Ils sont tous en positif. Ça montre la domination du Heat de Miami sur les Nuggets de Denver. Alors, si vous en avez quelques inquiétudes pour le Heat de Miami, lors de la période des scrimmages, hein, on s'est posé la question de savoir aussi où est-ce qu'on pouvait situer le Heat de Miami compte tenu de l'absence de Bam Adebayo qui était donc à l'époque Bam Adebayo qui souffrait du coronavirus. Il a été contaminé au Covid-19. Donc les absences des joueurs clés du Miami nous faisaient penser que le Heat allait véritablement souffrir. Mais on peut se rassurer. Vous pouvez être rassuré parce que Bam Adebayo est présent, Jimmy Butler est présent et le Heat de Miami a bien l'intention de garder sa place à la tête parmi les meilleures équipes de cette conférence Est. Et ils commencent très très bien leur démarrage de cette saison régulière. On va écouter Jimmy Butler qui s'est exprimé dans les médias. On va l'écouter et on enchaîne avec la suite du talk show. I think we really locked in and got stops in the second. It always helps to make shots, don't get me wrong. But we started playing a lot harder in the second half. Thank you. Anthony Chang, go ahead. Alors il y a toujours ce souci lié au son un petit peu bizarre avec le son un petit peu flou avec les masques qu'il porte. Là on entend Jimmy Butler après la victoire sur les Nuggets de Denver, Jimmy Butler qui porte un masque hein, et le son est un petit peu flou, mais on va faire les efforts de traduire. On va faire l'effort de suivre ce qu'il dit et de traduire au maximum ses propos. Up with Myers in it was one of the best in the NBA. Were you surprised by the switch to put Jay in there? And what do you think works well with that group with Jay in there? We get switch a lot with that group of guys that we have on the floor. And I think with Myers out there too, we're still a really, really, really good team. Coach made a call. We talked about it. And who knows what we have moving forward. But right now, I think that's what we're going with. And, you know, I trust Coach, I trust Jay, I trust Myers. He took it really, really well. And I think he's in a position that he still wants to help us win. Jay Butler qui parle notamment de la mise en place des systèmes de cette équipe qui leur permet de bien jouer. Il a parlé des switches offensifs, des switches défensifs, beaucoup de mouvements dans le jeu du Heat de Miami. Ils écoutent les conseils du coach. Il parle aussi de cette possibilité d'aller assez loin avec cette équipe du Heat de Miami. Il dit on ne sait pas où on va, jusqu'où on va aller, mais on est présent, on fait ce qu'il faut pour aller au bout de ce match. C'est ce qu'on a fait face aux Nuggets de Denver. You've always excelled at getting to the foul line, even earlier in the career when you didn't play a ton of minutes. Obviously, I think today you got there 10 or 12 times. Where did that skill come from, and how big a part of that how big has that become part of your game in terms of getting to the line and being effective there? It's a big part of my game. I think that I try to get 2 feet in the paint so I can get somebody else an open shot. If I have a layup, I'm going to take it. I don't know, you go in there. I don't say seeking contact, but if there is contact, get the ball up to the rim. But my thing is I just want to follow my guys, get them open looks. I think my job's a lot easier when they're making shots. Butler qui évoque la possibilité qu'il a eu de réussir ses tirs pendant ce match malgré la défense compliquée qu'ont imposé les Nuggets de Denver. Le son il est un petit peu flou, hein. On essaie véritablement de percevoir tout ce qu'ils disent. C'est pas évident, mais on enchaîne. On écoute Jimmy Butler. For someone who takes pride in their workout, can I look at you? You can do whatever you want. You can do whatever you want. You're someone obviously who's taking a lot of pride in just your regiment. Given the tough sort of circumstances these past few months, how did you approach that individually, and what were your takeaways with how the training staff try to incorporate everything? The same thing for me. That's the same thing for all of my guys. We just working, keeping our body right.
doing what we can do. But more than anything, it's a mental thing too. You got to find a way to stay competitive, whether it be playing cards, playing dominoes. Obviously, I love to do that, or just talking trash to your teammates. Talk trash to anybody, because when this thing does resume like it did, you still got to think that you're the best. You still got to be able to go out there and kill somebody in whatever it is. And I think our guys really did that. Jimmy Butler qui fait allusion cette fois à cette unité dans ce groupe de joueurs. Il parle de l'importance de rester en forme, de rester ensemble, de communiquer, beaucoup de communication dans leur façon de jouer, dans leur gestion en interne. Donc c'est important et ça aide à être en confiance face à des adversaires comme les Nuggets de Denver. Nick Friedel, go ahead. Jimmy, what was the official explanation you finally got from the league as to why you couldn't wear the nameplate empty on your jersey? I don't know. I don't care. So I didn't have a name on the back at the start, but I decided to change because my teammates probably needed me a little bit today. Alex Toledo, go ahead. Alors, petite polémique avec cette envie qu'avait Jimmy Butler de porter un maillot sans message, sans rien du tout dessus. Bon, c'est une petite polémique. C'est un petit truc qu'il avait tenté. Ça fait un moment que on en parlait. Donc voilà, je disais donc Jimmy Butler, il était entré en jeu avec un maillot sans nom. Je disais, ça fait un moment qu'on en parlait parce que c'était des intentions qu'il annonçait avant le démarrage de la saison. Il avait souhaité pour lui porter un maillot sans nom, sans rien du tout, sans rien de marqué. Alors il a tenté le coup. Il est entré sur le terrain, sur le parquet avec un maillot sans nom, sans rien du tout, et il a été stoppé par les arbitres, tout simplement. Il a été stoppé par les arbitres et il est revenu ensuite. Il a rejoint ses coéquipiers pour prendre un maillot qui portait son nom. Alors il a répondu en disant puisqu'on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il a réagi à ce qui s'est passé, il a dit je ne sais pas, je m'en fous. Je n'avais pas de nom sur le maillot au départ, j'ai décidé de changer parce que mes coéquipiers avaient sans doute un peu besoin de moi aujourd'hui. Donc voilà une façon pour lui de répondre à chaud comme ça, mais on voit clairement que ça l'a un petit peu énervé puisqu'il souhaitait aussi avoir sa liberté d'expression, puisque lui il voulait se positionner sur le fait de ne rien mettre sur son maillot, mais il a pas reçu l'autorisation de la NBA pour le faire. On écoute Jimmy Butler. Duncan Robinson out there was being aggressively run off the line by the Nuggets defense, and I thought he did a good job adjusting. How did you think about what he did to kind of leverage the three-point gravity that he has out there to make decisions as a cutter and as a passer when guys are running him off the line as a dribble handoff? I'm proud of him. He listened. We have been telling him, like Duncan, it's okay to dribble the ball once or twice. Now, when you get 3 dribbles in, something bad is probably going to happen. But the crazy part is everybody thinks that Duncan's just a shooter. He's a great decision maker. He can finish at the rim. I mean, day in and day out, he's working on around the rim, and he's tough. Like, come on, if you go under on the screen, he's gonna dot your eye, and then when he's getting to the paint, I'm glad that he's on my team. Nick Friedel, go ahead. Jimmy, just to follow up, do you feel like by doing what you did before the game, you got the message across that you wanted to all along? Without a doubt. And to tell you the truth, it's still to be determined for the next game as well. Is that something you'll do? Jimmy Butler qui répond à cette question. Alors c'est pas une polémique, mais je vais quand même arrêter l'interview là. C'est pas une polémique, mais on lui a posé la question de savoir s'il a l'intention de continuer à tenter de rentrer en jeu avec un maillot sans nom. Et il a pas envie de lâcher l'affaire. Il dit je vais tenter le coup. Une seconde fois. On va voir pour le prochain match. Voilà, Jimmy Butler qui, vous l'aurez compris, qui est droit dans ses baskets. Il n'a pas envie de foutre le bordel dans sa franchise, mais il a envie quand même de faire passer son message. L'essentiel est ailleurs sur le parquet de la radio avec cette victoire du Heat de Miami sur le Nuggets de Denver. Donc si vous faisiez partie de ceux qui étaient inquiets pour cette équipe, on peut vous rassurer, le Heat de Miami est bien présent et ils ont bien l'intention de faire entendre leur voix
dans le top des teams de la conférence Est. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le deuxième match de cette nuit. C'était le Thunder d'Oklahoma City face au Jazz d'Utah, avec une démonstration de Chris Paul. Chris Paul qui a été énormissime dans ce match. Le Thunder qui a donné une leçon de basket au Jazz. On va donc rappeler, superbe entrée du Thunder dans cette reprise, le Jazz d'Utah. Face au Jazz d'Utah, les hommes du Thunder ont survolé la rencontre avec une victoire 110-94 dans un match où ils ont compté jusqu'à 29 points d'avance. Excusez du peu, même si ces statistiques ne sont pas forcément à la hauteur de sa performance, Chris Paul a réalisé un récital pour mener les siens vers la victoire. Chris Paul qui a signé 18 points, 7 sur 11 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 7 rebonds et 7 passes. 2 interceptions pour un plus-minus de plus 27 en 27 minutes, mesdames et messieurs. Chris Paul, énormissime dans cette rencontre. Il a été épaulé par Shai Gilgeous-Alexander, 19 points. Danilo Gallinari, 15 points. Steven Adams, 16 points. Dennis Schroeder, 13 points. OKC a shooté à 52%, donc un 10 sur 26 à 3 points, alors que le Jazz a galéré des deux côtés du terrain, limité à 38,4% au tir, dont un horrible 8 sur 31 de loin. Donovan Mitchell a signé 13 points, Mike Conley 12 points, Jordan Clarkson 11 points, Rudy Gobert a compilé 10 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. OKC a très vite pris les commandes grâce à 2 runs, un 10-4 dans le sillage de Danilo Gallinari, puis un 10-0 grâce à Chris Paul, Gallo et Shai Gilgeous-Alexander. Le Jazz a connu de très grosses difficultés en attaque. Ils étaient limités à 7 sur 22 au tir après 2 paniers réussis par Rudy Gobert. OKC a marqué les 6 derniers points pour virer en tête 29-15. Avec un excellent Chris Paul à la baguette et les shoots de loin du Guinéen aux origines new-yorkaises Hamidou Diallo et Luguentz Dort, le Thunder a augmenté son avance 44-26. Jordan Clarkson a réveillé les siens avec 5 points rapides pour réduire un peu l'écart, 44-33. Mais OKC a continué de trouver systématiquement des solutions dans la défense du Jazz avec Chris Paul aux manettes et en n'hésitant pas à attaquer franchement Rudy Gobert. OKC a pris plus de 20 points d'avance, 62-42 à la pause en shootant à 64%. Le Jazz a tenté de revenir avec de meilleures intentions, avec une bonne circulation de balles sur les premières actions, mais le manque de réussite au tir a continué à les miner. OKC a poursuivi sa démonstration en attaque et Gallinari a profité d'un relâchement d'OKC pour réduire son retard à 20 unités. Profitant notamment d'une faute flagrante de Danilo Gallinari sur Royce O'Neal, également auteur d'un shoot à 3 points, 78 à 58. Le Jazz n'a toutefois pas réussi à emballer la rencontre et OKC a continué de maîtriser et avant le dernier quart, l'affaire était déjà pliée 86 à 62. Dans le dernier quart, le Jazz n'a jamais réduit l'écart significativement et OKC a filé vers une victoire sûre en conservant une vingtaine de points d'avance. Énorme match, mesdames et messieurs, je l'ai dit, de Chris Paul. Chris Paul, on l'a dit, plus 27 en plus-minus. C'est le seul joueur de la rencontre avec plus de 20 points. Avec plus de 20 points en plus-minus. Il était à plus 27 avec ses 18 points. Par contre, au niveau des joueurs du banc, ils ont un petit peu souffert. En tout cas, les joueurs du banc n'ont pas été trop impliqués dans cette rencontre. C'est véritablement le 5 majeur du Thunder d'Oklahoma City qui a fait le taf. Andre Robertson a eu 5 minutes de temps de jeu seulement. Depuis son retour, le Thunder qui l'utilise avec parcimonie, celui qui est considéré comme le meilleur défenseur de cette équipe de OKC, mais qui a été absent depuis de nombreux mois à cause d'une grosse blessure. Il a été mis au banc, 5 minutes de temps de jeu, il est ménagé tout simplement, Andre Robertson, pour cette reprise. Mais c'est Chris Paul et ses joueurs, on voit une
une très très belle cohésion dans ce match avec plus 14 en plus-minus pour Dalino, Steven Adams plus 15 et Shai Gilgeous-Alexander plus 15, plus 27 pour Chris Paul qui a véritablement dominé les débats. Il n'y a rien à dire face aux arrières du Thunder d'Oklahoma, face aux arrières du Jazz d'Utah. Du côté du Jazz, très mauvais match de cette équipe, on l'a dit. Une équipe du Jazz qui a tenté de relever la tête grâce à ses remplaçants, notamment grâce à JP Morgan. Malgré ces 7 minutes, JP attendait de défendre un petit peu avec plus 13 en plus-minus. C'est le seul qui surnageait un petit peu en défense. Mais tout le reste de l'équipe était en négatif. Et c'est assez dommageable pour la suite de cette campagne avec les 8 matchs de saison régulière à jouer. Moins 13 pour Neal, moins 14 pour Rudy Gobert, Mike Conley, moins 12, moins 16 pour Ingles et moins 8 pour Donovan Mitchell. Il n'y a rien à dire, je ne pense pas qu'on va s'étendre sur cette rencontre. Le Jazz a clairement déjoué. Ils n'ont pas pu démontrer qu'ils étaient présents dans ce match. On va enchaîner avec la suite. On va féliciter le Thunder d'Oklahoma City qui va rester, comme le Heat de Miami à l'Est, va être un poil à gratter très très sérieux. Moi, j'ai bien l'intention de les voir faire quelques dégâts, en tout cas, dans cette conférence Ouest très compétitive. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le troisième match de cette nuit. C'est le gros match, en tout cas c'est le match que nous attendions sur le parquet de la radio off. Nous et notre partenaire Dino Talk, spécialiste des Raptors de Toronto, avec Mike Laviole, journaliste pour le Canada L'Express basé à Toronto. On rappelle que après ce talk show, vous allez retrouver l'après de ce match, la chronique Dino Talk sur l'après de ce match face aux Lakers de Los Angeles. Gros match des Raptors de Toronto face aux Lakers. Et on n'oublie pas, Dino Talks nous rejoindra dans Total Africa NBA. Ce sera la version longue Radio Off Basket avec le Doc ONP Missy, Mike Laviole du côté du Canada, le Doc ONP Missy depuis la France, Oncle Phil Basket du côté de Douala. On enchaîne donc avec ces merveilleux matchs. On rappelle que pour leur premier match, les Raptors ont annoncé la couleur en dominant les Lakers de Los Angeles 107-92. Kyle Lowry a montré la voie avec 33,8 sur 16 au tir, 14 rebonds, 6 passes, accompagné par celui qu'on peut appeler le facteur X. On en discutait encore lors du dernier talk show sur Dino Talks. On va diffuser bien entendu ce talk show version longue de Dino Talks sur les Raptors de Toronto. Vous allez bien entendu le retrouver dans les versions longues des talk shows Radio Off Basket après avoir écouté cette émission. Donc je parle du facteur X, OG Anunoby, 23,8 sur 9 au tir. Pascal Siakam qui a eu de la maladresse au niveau du tir, 13 points à 5 sur 17. Il a été maladroit, mais il a bien, très bien défendu. Ça va se voir sur son plus-minus. On en reviendra à la fin de ce résumé. Du côté des Lakers, qui n'a plus gagné contre... Il faut quand même le rappeler, les Lakers qui n'ont pas gagné contre les Raptors depuis le 30 novembre 2014. 11 défaites consécutives, mesdames et messieurs, face aux Raptors de Toronto. C'est magique, historique, en tout cas pour les fans des Raptors. Donc moi, je suis très heureux de voir cette statistique. 11 défaites consécutives. Les Lakers qui n'ont pas battu les Raptors depuis le 30 janvier 2014. Et LeBron James qui a terminé logiquement meilleur marqueur avec 20 points, 7 sur 15 au tir. 10 rebonds, 5 passes. Devant, Kyle Kuzma, 16 points. Anthony Davis, 14 points, 2 sur 7 au tir, 6 rebonds et 3 comptes. Les Lakers ont été tenus à 35%, 25% à 3 points. Après que les Lakers aient encaissé un 13-0 d'entrée, la seconde unité a dominé ses vis-à-vis 13-2 dans le premier quart-temps, puis 31-6 en première mi-temps et cela a permis de mener 44-41 à la pause derrière les 9 points de Kyle Kuzma
et les 7 points d'Alex Caruso. LeBron James et Anthony Davis n'ont respectivement inscrit que 7 et 1 point sur les 2 premiers cartons. Vous entendez bien, je vais répéter. LeBron James et Anthony Davis n'ont respectivement inscrit que 7 points pour LeBron James et 1 point dans les 2 premiers cartons, mesdames et messieurs. Un 66-48 en deuxième mi-temps a ensuite permis aux Raptors de remettre la main sur le match. Bien que LeBron James ait réussi 2-3 points consécutifs pour donner 4 points d'avance aux Lakers, 76-72 en début du 4e carton, OG Anunoby a répondu avec 2 tirs primés afin de faire passer Toronto devant 78-76. Un peu plus tard, il a enfoncé le clou 90-83 sur un layup, puis Kyle Lowry a fait de même de loin sur l'aile droite pour un avantage décisif 97-86 à 3 minutes de la fin, dont les hommes de Frank Vogel, se sentant dominés au rebond, ne s'en remettront plus jusqu'à la fin de ce match. Un match dominé par les Raptors de Toronto. On va revenir sur ces matchs. Commençons par les Lakers qui nous ont véritablement déçus. LeBron James, moins 20 en plus-minus. LeBron James est celui qui a le plus déçu. Il faut le dire, moi je le dis haut et fort dans ce résumé de ce match. Pourquoi LeBron James a le plus déçu? Tout simplement, il suffit de voir sa note en plus-minus. LeBron James qui a la plus mauvaise note de cette rencontre en plus-minus avec moins 20. Il a été bien accompagné dans ses mauvais résultats en plus-minus par Anthony Davis, moins 17, moins 10 pour Javale McGee, moins 11 pour Danny Green, moins 27 pour Kentavious Caldwell-Pope qui a eu la pire note de ce match en plus-minus. Donc le premier c'est Kentavious avec moins 27 et le deuxième c'est LeBron James avec moins 20. Les Raptors qui ont étouffé le jeu des Lakers. LeBron James et Anthony Davis n'ont pas pu s'exprimer comme ils l'auraient souhaité. Et lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas au meilleur de leur forme, c'est clairement les Lakers qui souffrent. Et c'est déjà ce qu'on disait lors de la période de scrimmage. Lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas là ou alors qu'ils sont en méforme, vous avez tout le loisir de les étouffer. Vous avez tout le loisir de les écraser. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match face aux Raptors de Toronto. OG Anunoby, 20 plus 27 en plus-minus, plus 27 pour Pascal Siakam, plus 26 pour Fred VanVleet et 24 pour Kyle Lowry. Voilà le quatuor qui a étouffé les Lakers de Los Angeles. Superbe défense de OG Anunoby et superbe défense de Pascal Siakam. Les deux joueurs ont visiblement joué de leur défense, de leur faculté à gêner leurs adversaires pour porter l'estocade défensive qui a permis à l'offensive de Kyle Lowry notamment d'être le meilleur joueur de ce match. Kyle Lowry, 33 points, 14 rebonds, 33 points, 14 rebonds, je l'ai dit, aux 6 passes décisives. Il a été énorme, Kyle Lowry. Au niveau du banc, le banc a déjoué, parce qu'il faut quand même le dire, le banc des Lakers a été plus fort que le banc des Raptors. Ça, c'est la petite incongruité de ce match. Moins 22 pour Norman Powell, moins 15 pour Terrence Davis et moins 8 pour Ronda Hollis Jefferson. Le banc qui a souffert, Chris Boucher n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a eu 1 minute de temps de jeu sur ce match. Il a terminé avec moins 1 en plus-minus. Le banc des Lakers, on va donner la bonne note aux Lakers, le joueur des Lakers qui a été présent sur ce match et qui a permis, en tout cas, on va dire que le seul joueur du côté des Lakers dans ce match à qui on va donner une bonne note, c'est, vous allez être surpris, il s'agit de Markieff Morris, mesdames et messieurs. Markieff Morris, du côté des Lakers, c'est le seul qui a tenté avec Dwight Howard d'aider cette équipe en défense. Markieff Morris et Dwight Howard en sortie du banc. Markieff Morris, c'est 10 minutes de temps de jeu pour plus 10 en plus-minus et 6 points. Je parlais de Dwight Howard, non, ce n'est pas Dwight Howard, c'est Dion Waiters, mesdames et messieurs. Dion Waiters, Alex Caruso, c'est Alex Caruso, Dion Waiters et Markieff Morris qui sont les 3 joueurs qui ont aidé cette équipe à rester debout, en tout cas à résister aux champions en titre, les Raptors de Toronto. Et moi, lorsque vous voyez ce type de résultat, ça fait
du mal et ça vous pose des questions sur la faculté qu'ont les Lakers à dominer face à leurs adversaires, surtout lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas dans leur meilleure forme. Vraisemblablement, ça c'est la clé de ce match et je pense que les autres adversaires vont le voir de pied ferme, c'est-à-dire si vous arrivez à étouffer le jeu de LeBron James, Anthony Davis, 2 cartons, un seul point, si vous arrivez à les étouffer, vous êtes certain de remporter la victoire. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match face aux Lakers de Los Angeles. On va écouter LeBron James. Alors, on va écouter LeBron James et vous allez comprendre que LeBron James vous fait comprendre que cette équipe des Raptors de Toronto reste favori pour le titre NBA, même sans Kawhi Leonard. Ils sont incroyablement impressionnants. C'est le King lui-même qui le dit. On va l'écouter. On écoute LeBron James. Forcing you to hit shots. If shots aren't going down as a team like tonight, what are some things that you guys can do better to be more efficient on that end? I don't think there's anything you can do better. You execute your offense, you get the best shot, and we did that tonight. We went 10 for 40 from the three-point line. I believe a lot of those 40 of those threes are great looks, wide open clips after getting to the paint and knowing what they're going to give up. And we just have to step up and knock them down, So, I don't think there's anything that you can do better. I mean, I think we defended very good offensive team in the Raptors, but we got to make shots. And when you make shots, it loosens up the defense, and we didn't do it enough tonight. LeBron James qui réagit déjà à chaud dans ce match en disant voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, est-ce qu'on aurait pu mieux défendre? Je ne pense pas, on a fait ce qu'il fallait. En tout cas, la défense, on a défendu, on a essayé de mettre nos paniers. LeBron James qui dit voilà, on a essayé de défendre, mais moi je réagis comme ça à chaud dans son interview. Vous l'avez vu, vous avez écouté ce que j'ai dit. -20 en plus-minus, non, ce n'est pas possible, LeBron James. Ce n'est pas possible de le dire que vous avez bien joué en défense avec cette note statistique qui prouve que vous n'avez pas été présent face aux champions en titre, les Raptors de Toronto. On écoute LeBron James. J'ai vraiment hâte que vous suiviez véritablement, que vous compreniez ce qu'il dit, que par rapport à cette analyse, que vous puissiez rebondir et que vous réagissiez sur les réseaux sociaux par rapport à ce match. On écoute LeBron James. Part of that could just be that if you're playing really hard defensively and you thought you guys were, maybe some of the legs aren't there at this point. Is that just getting more game reps? So you guys have been out for a while and trying to ramp up to that point until the playoffs start? I don't know. I think it could be. That's an individual question to every individual. For me, personally, my legs feel pretty good. And I was just trying to put the ball on time on target, trying to run the offense, and try to get my shots as well. So, we've been out for a while. And I think the game legs will continue to come. As this this AAU tournament continues to go on. So, I'm not too worried about that. Our shooters shoot, and we got some great guys that can make shots from the perimeter, and they will make them. LeBron James qui a été interrogé sur la forme individuelle de son équipe et il a précisé que sur le plan individuel, lui ne peut pas s'exprimer pour les autres, mais lui, il se sent plutôt bien, il a de bonnes jambes, il n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il pense que le plus important, c'est de pouvoir rentrer ses tirs, LeBron James qui est assez frustré, hein, vous comprenez bien que il est très frustré par le manque d'adresse de son équipe dans ce match face aux Raptors. On continue d'écouter LeBron James. LeBron, Dave, in the past you said your patience is one of your qualities that you need to work on. Where's your patience at when it comes to this restart process and trying to manage where you guys are at versus where you expect to be? I think only time will tell. I mean, I don't really have no expectations, right now. I think for us, we want to continue to get better and better. Use these 8 games to try to gear up for the postseason, but this is a different situation. It's a different circumstances. You've been out 4.5 months, and you hope that we can pick it right back up, but obviously it's going to take some time. We also added 2 new guys that's going to be in a rotation, with JR and Dion, so they're learning on the fly as well. So, it's all about the process. It's all about getting back in rhythm, getting back into timing, and, go from there. But, every game is an opportunity for us to get better. I thought defensively we were really good tonight. I thought offensively we got some very, very good looks, but they just didn't go down. So, pretty okay with, the way we perform.
LeBron James qui précise que voilà, ils vont pas se flageller comme ça dès le départ. Ils vont continuer à prendre match après match pour s'améliorer. C'est un peu comme ça qu'il voit la chose pour les 8 matchs de saison régulière qu'il y aura à jouer. How did you see AD responding to He responded great. We got guys, great looks. It's a numbers game. They put 2 on the ball. That means it's a 4 on 3 on the backside. And he continued to bait the defense and got his teammates great looks. How good? LeBron James qui insiste beaucoup sur le fait qu'ils ont bien défendu sur ce match. Vous l'aurez constaté. LeBron James, lui, il regarde surtout l'aspect offensif. Il dit voilà, on n'a pas rentré nos shoots. Et si vous n'avez pas rentré vos shoots, c'est certainement parce que les Raptors sont bien défendus. Ça, c'est sûr. On écoute LeBron James. You guys are very close to clinching the 1 seed in the normal season. Maybe that would mean lower minutes and maybe some games where you sit out. How important do you think is of the remaining 6 games is to play that out to make sure that you guys get to where you want to get competitively? Well, obviously health as well. That's the number one thing. And then chemistry comes with that on the floor. So, going into the postseason as healthy as we can be after the 4.5-month layoff is what's most important. Clinching the 1 seed is their advantage here. It's not a home court advantage here, but, we worked hard to be the number 1 team in the West. Possibly the number 1 team in the league. Obviously, Milwaukee's still playing extremely well, but, we got this far, so we might as well try to figure it out and close it off the right way. LeBron James qui insiste sur le fait que les Lakers vont continuer à se battre pour être la meilleure équipe de l'Ouest. Ils sont numéro 1 à l'Ouest et ils vont tout faire pour le rester. Et il a aussi évoqué le fait que jouer dans un environnement neutre a aussi son importance. C'est pas comme s'ils jouent à la maison ou alors c'est pas comme s'ils jouent sur leur parquet. C'est un environnement neutre dont l'engagement, les règles évoluent et il faut s'adapter à tout ça. Donc c'est un peu comme ça qu'il voit les choses. On écoute LeBron James. Joe Garden, please. Hi. 2. First, there's a couple plays, I think it was late third, maybe early fourth, you were out there, and there's corner threes, and you were upset. There was, I think, a miscommunication. What was it? You guys, there's a couple corner threes, and you were upset that they were wide open. What was the miscommunication? Just in-game. It's all about in-game adjustments, in-game communication. We had some breakdowns. We just got to get better. And you're asked this question almost every year, but because the circumstances are so different, are you paying attention to the race for the 8th seed and your likely first-round opponent and how that's all shaken out? No, not up until this point. For me, in this ball club, we're trying to get better every day. As much as when we're on the court, we want to get better on the floor. When we have our film sessions, we want to get better on our film sessions. But I'm not paying attention to what's going on with the AC right now, because there's too much that can happen. And then there's some playing games or whatever the case may be to decide that. So it's too far away. LeBron James qui insiste sur le fait qu'il faut continuer à être ensemble, il faut continuer à évoluer ensemble et ne pas s'inquiéter des autres aspects négatifs qu'il peut avoir autour de cette équipe. Or where the crowd would be, and that's something you do during games. But was it disconcerting to look out there and see people like Rob was in the area? No, it's not. It's just when you have routines and you've been doing it for so long, you're just used to that. You're used to that routine, and you're just trying to make plays. I was trying to, put myself in a road environment. This was the Raptors' home game, so taking and making big shots on the road floor is something that I relish. I love, playing on a opponent's floor. So I'm just trying to have that mindset, going down the stretch of the floor. Hey, LeBron, it's Bill Horwell. Last 2 questions. I'm wondering, this Raptors team has beaten you twice now in kind of similar ways, and I'm just wondering, is there a kind of team that is I don't want to say a bad matchup for you guys, but a worse matchup that gives you guys most trouble? And what is the team that would give you that kind of trouble? Well, I think it's a great team. They won a championship for a reason, and it wasn't just all solely because of Kawhi, and obviously you see that. They got the 2-headed monsters and Fred and Kyle that sets the tone, and their wings are extremely extremely good, and Pascal and OG, and they got so much. They got experience in the front court,
at the center position, and Mark and Serge, and then they got a bunch of complimentary guys, and that's why they've been the team that they've been all year. For us, I feel like we played well to beat them tonight. We just didn't have enough shots to go in, and then they executed and they hit some shots, that we weren't able to hit. So, sometimes it can be a make or miss league, but you don't take any credit away from the Raptors. They play extremely well. Très importante cette réponse de LeBron James. Une petite pause là pour préciser que vous l'avez entendu, LeBron James qui leur donne leur café, ce qu'il leur doit aux Raptors de Toronto. Il le dit, les Raptors, s'ils ont gagné le titre, ce n'est pas pour rien. Ils ont de très grands joueurs à l'aile et vous l'avez compris, il a commencé par citer Pascal Siakam et OG Anunoby qui ont été énormes dans cette rencontre face aux Lakers, et ça marque véritablement l'importance de ce statut de favori que sont les Raptors de Toronto. Avec ou sans Kawhi Leonard, les Raptors sont gagnants, les Raptors sont dominants, et pour LeBron James, c'est clair, les Raptors restent les favoris pour le titre, pour leur propre succession, et ça c'est important pour la suite. Last question, Dave McMenamin. Dernière question. Yeah, there we go. Hey, LeBron. A lot of seasons, the defending champ gets talked about a lot more than this Raptors team has been talked about. Obviously, they had Kawhi Leonard change teams, but in terms of that conversation, how do you view that Raptors team? It's a great team. No ifs, fans, or buts. Exceptionally well coached, and championship DNA. You can never take that away from a ball club when you win a championship. And even before that, they just got playoff tested guys. Guys that played not only here in the NBA in big games, but also in FIBA games as well. Mark has been, in big games throughout his whole life, pretty much, it seems like. So there's just a great team, and the media may not talk about him much or give him much credit because Kawhi is gone, but players in the league definitely know what type of team they are. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. LeBron James qui confirme que les Raptors restent les champions en titre, ils restent les favoris. Il le dit, LeBron James, il n'y a pas de hasard lorsque vous avez une équipe comme celle des Raptors qui gagne un titre, que ce soit avec ou sans Kawhi Leonard. Les Raptors ont l'ADN de champion, et ça c'est quelque chose de très très important sur la vision que vous avez de cette équipe. Il a dit c'est une équipe très très bien coachée, une équipe qui exécute bien les choses, et c'est très important lorsque vous avez l'un, si ce n'est le considéré par certains joueurs, par certains fans comme le GOAT de l'histoire de la NBA, admettre cette supériorité collective, en tout cas de la part des Raptors de Toronto. On enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne, on va du côté de l'autre équipe des Lakers, de l'autre équipe de LA, ce sont les Clippers de Los Angeles qui se sont vengés suite à cette défaite face aux Lakers. Les Clippers qui ont relevé la tête cette fois face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On l'appelle un rappel battu de justesse par les Lakers pour leur reprise. Les Clippers ont ouvert leur compteur de victoire sur ce match face aux Pelicans, 126 à 103 obtenus aux dépens des Pelicans. Paul George et Kawhi Leonard ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 28 points pour Paul George, 24 points pour Kawhi Leonard. Devant, jusqu'à 42 points, excusez du peu, les Clippers ont tranquillement levé le pied dans le dernier quart-temps. À l'image de Paul George, les Clippers ont été très adroits à 3 points et ont même décroché un nouveau record avec 25 tirs réussis à 3 points. 25 tirs réussis sur 47 tentatives, donc 16 sur 24 en première mi-temps, avec un tir du record NBA. Excusez-moi, pour un avantage 77 à 45. Les Clippers ont rentré leurs 6 premières tentatives à 3 points. On rappelle que Patrick Beverley, lui aussi, il s'est fait plaisir là-dessus. Et ils se sont vite envolés 20 à 6 à la fin du premier quart-temps. Les Clippers étaient devant 37 à 25
sur le début de cette période. Côté Pelicans, mené par les 15 points de Nickeil Alexander-Walker et les 14 points de Brandon Ingram, c'est une deuxième défaite en 2 matchs. Et les espoirs de qualification pour les playoffs continuent de s'évaporer pour les Pelicans. Les Pelicans ont très très mal géré leur ballon. Ils ont perdu 18 ballons contre 10 contre les Clippers. Les Pelicans ont retenu leur souffle quelques secondes lorsque Zion Williamson a marché sur le pied de Reggie Jackson et s'est tordu la cheville sur un drive au milieu du premier quart-temps. Mais le rookie s'est relevé et a été remplacé. Il est revenu en seconde mi-temps et a terminé avec 7 points, 3 sur 7 tirs et 5 rebonds. Domination donc des Clippers de Los Angeles qui sont revenus au meilleur de leur forme, surtout avec un énormissime Paul George et Kawhi Leonard. C'est comme ça qu'on les aime. C'est comme ça qu'on aime voir les Clippers se jouer au basket lorsque leurs deux patrons jouent leur jeu et font le taf. Plus 34 en plus-minus pour Kawhi Leonard, plus 33 pour Paul George, plus 33 pour Ivica Zubac, plus 27 pour Paul George et Patrick Beverley, plus 33. Qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous avez une défense aussi incisive, aussi dévastatrice que celle des Clippers de Los Angeles qui donne une équipe avec un saint majeur, Brandon Ingram, moins 29 en plus-minus, Lonzo Ball, moins 29, moins 19 pour Jrue Holiday, moins 21 pour Derek Favors, moins 17 pour Zion Williamson, et je le dis, moins 29 pour Jrue Holiday, le 5 majeur qui a été malaxé, maîtrisé, étouffé. Je ne sais pas quel adjectif je vais encore pouvoir utiliser pour vous expliquer que les Pelicans ne pouvaient rien, absolument rien, face à la détermination des Clippers de Los Angeles. On va féliciter le banc des Clippers, des Pelicans, qui s'est un petit peu illustré avec une belle, il s'est plutôt bien illustré avec des remplaçants qui ont fait le taf. Il faut le dire, ils ont des remplaçants qui ont fait le taf ils ont fait le taf. Ils ont plutôt géré le peu de minutes qu'ils ont eu, quoique on va quand même regarder par exemple Frank Jackson qui a eu 22 minutes de temps de jeu et qui a été à plus 5 en plus minus. Ça, on va regarder ça du côté des Pelicans. On peut aussi citer un autre joueur comme Frank Jackson. J'ai dit Nicolo Melli, 25 minutes de temps de jeu, qui a eu 4 en plus minus avec 11 points. On va dire que le banc a essayé de relever la tête aux Pelicans, mais ils ne pouvaient pas gagner ce match. Avec une avance aussi forte, les Clippers étaient déterminés à stopper cette hémorragie de mauvaises nouvelles provenance de leur franchise, puisqu'on rappelle avec les scrimmages, avec la maladresse de Kawhi Leonard, les défaites qui se sont enchaînées, je ne sais même pas s'ils ont gagné un match d'ailleurs pendant ces scrimmages, et la défaite lors de la première rencontre face aux Lakers. Doc Rivers a donné le ton pour demander à ses joueurs de se faire respecter, et ils l'ont fait face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Allez les amis, écoutons ce fameux Paul George qui a été exceptionnel dans cette rencontre face aux Pelicans. On écoute Paul George. Hey P, how you feeling? Good. Good. We're gonna get started. We'll start with Tomer. Hey, Paul, I know that, every game sort of takes a life of its own, but did you guys feel like, Doc alluded to some of the turnovers you guys had last game and the lack of execution. Do you feel like you had to come out with a better mindset, just come out better this game? Absolutely. Absolutely. We needed to play a lot better. We felt it. We sensed it. And I thought tonight was a huge emphasis on cutting the turnovers down, finding an open man, playing together, and just having fun. Paul George qui est content de ce retour. Il dit voilà, on est revenu, on a joué à fond et il fallait qu'on gagne ce match. On a fait et surtout il fallait qu'on s'amuse, qu'on prenne du plaisir dans ce game. How does it feel to play with a guy like Kawhi? How what? How does it feel to play with a guy like Kawhi? It's great. It's great to play with Kawhi. He does so many things on both sides that it makes the job that much easier for me. And hopefully it's vice versa. Hopefully I give him a huge lift as well. But
it's great sharing the floor with him. Paul George qui dit qu'il est très heureux de jouer avec Kawhi Leonard. On lui a posé la question. Il apporte beaucoup de choses des deux côtés du parquet. Et ça, c'est important. Et il me facilite la vie sur le terrain, dit Paul George. Il est très heureux. Il est très content quand il joue avec Kawhi Leonard. Yeah, it feels great. I mean, at that point, it's fine to open man. The team gets going like that. You want to share the ball because you want everybody to be a part of that. And I thought it was contagious tonight. One guy made a shot, next guy made a shot. Then the ball just started hopping around. We was finding open man all night. Ça fait plaisir quand chacun met ses tirs, quand chacun réussit à scorer. Ça, c'est important. Ça permet de garder une bonne alchimie et d'avancer sur la suite pour aller vers la victoire. Terrence, when he hit that last shot. Really excited. Really excited. It's funny. I told him at that moment because I don't think they knew how close we were, and I told T-Man at that moment, I think it was like 40 seconds on the clock, somebody got fouled and he came over to the bench, and I told him, man, we need 1-3 for the record, and he ended up knocking it down, so that's a good sign when a young player came through and delivered. We'll go over to Ohm. You can go to Ohm. EG, you've made 14 or 22 threes in these two games. Can you describe what you're feeling right now? I mean, you told us that your shoulders felt 100% after this 4-month layoff, but what are you feeling right now as far as how you're shooting in the group? It's weird because I can't make nothing else. The threes are the only thing that are dropping. So in a way, I'm in a rhythm, but I'm not in a rhythm because I can't, find the ball in between the three-point line. So it's great that the long ball is falling. I'm going to stick with it, continue to keep shooting them. But, hopefully I can find a rhythm throughout my whole game. Et le Paul George qui marque sa satisfaction pour le tir à 3 points réussi par son équipe dans l'ensemble. I guess up until March, you guys are about midway through the NBA ranked in terms of how many threes you guys would attempt. And ever since you've been in Orlando, it's almost like 50%. Is this a sign of kind of the offense you think that could be an offense that will stay with the team the rest of the year, or is this just happen to be the matchup? And what's going into this? Well, we spread the floor, and then there's so many guys that shoot the ball well that there's just space. And so when you got guys that can attack and create, naturally you're going to come up with some open shots because we're getting in the paint and we're moving the ball. And you take a look at our guys outside of our 5-man, everyone else shoots threes at a high level. So it's just the offense that you're going to get. You're going to, we're going to have nights like this, where we're dialed in behind the three-point line because we have so many great three-point shooters. And, tonight was special. Voilà cette fin d'interview de Paul George, Paul George qui marque de son interview cette réussite à 3 points par les Clippers qui ont, on l'a dit, battu encore un record au niveau des tirs, et ça c'était important pour leur rencontre. Un très belle reprise pour ce deuxième match des Clippers qui s'impose comme faisant partie des fortes têtes de cette conférence Ouest. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette analyse des matchs de la nuit. On va aller du côté de ce match qui est notre déception, en tout cas sur le parquet de la radio off, avec cette défaite des Sixers de Philadelphie malgré un énorme Joel Embiid, le Camerounais, qui était en double-double. On rappelle qu'alors que tous les regards étaient tournés vers Victor Oladipo, qui a finalement joué 32 minutes pour 15 points, c'est TJ Warren qui a fait le show cette nuit lors de la victoire 127-121 des Pacers sur les Sixers. Arrivé de Phoenix, on rappelle, l'été dernier, via un trade, l'ailier TJ Warren a terminé le match avec, excusez-moi mesdames et messieurs, mais je me mets très bien là, je m'installe correctement, je gargarise ma voix pour vous annoncer sa stat, 53 points, TJ Warren, 53 points sur la tête des Sixers de Philadelphie. Warren a égalé un record de franchise en scorant 19 points. Rien que dans le premier quart-temps, il est aussi le premier joueur des Pacers à marquer au moins 50 points en 15 ans. Les Sixers, à l'image de Joel Embiid,
qui était à 41 points, 15 sur 23 au tir, 21 rebonds. Tobias Harris, 30 points. Ben Simmons, 19 points et 13 rebonds, n'a pas démérité en passant d'un gros retard à la fin du premier quart-temps après un 17-0 encaissé dans la période. En avantage d'autant d'unités au début du quatrième quart-temps. Auteur de 9 points avant de sortir pour 6 fautes, Miles Turner a donné l'avantage définitif à Indiana sur un 3 points réussi à 4 minutes de la fin du match. Tobias Harris a réussi à ramener Philly 124 à 121 de loin à 30 secondes du terme, mais TJ Warren a définitivement tué le match lui aussi à longue distance à 9 secondes du buzzer. TJ Warren est l'assassin des Sixers de Philadelphie. Cette nuit, c'est lui qui donne le ton avec, excusez du peu mesdames et messieurs, 53 points et le tir de la fin qui tue définitivement le match, qui détruit les Sixers de Philadelphie. Et il y a de quoi se poser la question, comment ça se fait que les Sixers puissent laisser, en tout cas, ne puissent pas s'imposer en défense face à TJ Warren. TJ Warren qui termine cette rencontre avec plus 18 en plus-minus. TJ Warren dans le 5 de départ, donc plus 18 en plus-minus, moins 13 pour Miles Turner, 9 plus 9 pour Victor Oladipo. Aaron Holiday était à plus 17. Mais c'est véritablement Miles Turner, excusez-moi, je parlais de Jakar Sampson. Jakar Sampson, qui en sortie du banc a joué 19 minutes de temps de jeu, mais a très très bien défendu sur les Sixers de Philadelphie avec plus 20 en plus-minus malgré ses 4 points. Donc on va féliciter les Pacers. Jakar Sampson, plus 20 en plus-minus. TJ Warren, plus 18 en plus-minus. Aaron Holiday, plus 17 en plus-minus. Du côté des Sixers, on va être déçu par les moins 11 de Ben Simmons. Ben Simmons qui a été décevant dans ce match. Ben Simmons, excusez, c'est 38 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs. 19 points, 13 rebonds, une interception, mais moins 11 en plus-minus. Il a clairement déjoué dans cette rencontre où la défense n'a pas été son fort. Il était à moins 21, moins 9 pour Josh Richardson, moins 3 pour Shake Milton. Shake Milton qui a joué meneur de jeu, on rappelle, Shake Milton qui avait été annoncé comme meneur titulaire, et Ben Simmons qui a joué poste 4, mesdames et messieurs. Ben Simmons qui a joué poste 4 avec Tobias Harris à l'aile. Alors, quel est notre ressenti par rapport à cette nouvelle position de Ben Simmons? C'est clairement un échec. C'est clairement un échec, en tout cas pour cette première, de voir Ben Simmons jouer au poste 4. Le résultat n'a pas été aussi percutant puisque TJ Warren en a profité pour envoyer 53 points dans la gueule des Sixers de Philadelphie. J'espère que notre cher Brett Brown va revenir à ses classiques et remettre Ben Simmons tout simplement au poste où il est le plus intéressant à avoir joué, c'est-à-dire au poste de meneur de jeu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est, mais mon analyse est claire, est que Joel Embiid a fait le taf à l'intérieur, on ne peut rien lui reprocher. Le Camerounais a été là au bout du bout. Écoutez, mesdames et messieurs, il est à plus 21 en plus-minus avec 41 points, 41 points, 21 rebonds, 4 passes décisives, une interception et 3 contres pour plus 21 en plus-minus. Il n'y a rien à dire à Joel Embiid cette nuit. Joel Embiid qui a fait le taf, il a été présent. C'est son coéquipier Ben Simmons qui n'a pas été vraiment présent dans cette rencontre. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire, en tout cas à son nouveau poste 4. On rappelle Ben Simmons qui a joué poste 4 sur ce match. Et de mon point de vue, ça a pénalisé en tout cas les Sixers de Philadelphie. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Je ne suis pas le head coach de cette équipe. Peut-être que Ben Brown estime que ce n'est qu'un match, qu'il faut continuer à faire des tests. Pour moi, les 8 matchs de la saison régulière ne sont pas faits pour faire des tests. Ce sont des matchs pour asseoir
les certitudes que vous avez. C'est pour ça que les Raptors sont si impressionnants et c'est pour ça que les Sixers soufflent le chaud et le froid. Je ne vais pas dire si décevant parce que ce n'est pas ce que l'on attend de cette équipe que l'on soutient très fort. Donc vraiment, véritablement, on est assez déçus du match collectif des Sixers, même si on est très très content de la performance de Joel Embiid qui a été présent. Il n'y a rien à reprocher à celui que l'on considère encore aujourd'hui comme le meilleur pivot de la NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce talk show. Cette quotidienne FM NBA est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié ce retour sur les matchs de la nuit. On va revenir donc sur ce que nous avons retenu globalement. Je l'ai dit, on va commencer par le 8 face aux Nuggets. Le 8 de Miami qui fait plaisir à voir jouer. Les Nuggets qui ont joué sans leur joueur arrière clé et un pivot, un Nikola Jokic un peu seul. Le 8 de Miami qui ont joué avec leurs joueurs clés Bam Adebayo, Jimmy Butler qui sont présents. Le 8 de Miami qui ont bien l'intention de faire partir de cette équipe qui va faire parler en conférence Est et ils me font peur. En tout cas, ils me font peur lorsque je vois la performance des Sixers, notamment qui eux s'enfoncent plutôt dans ce classement. On y reviendra du côté du Thunder, du côté du Thunder, Chris Paul qui met les points sur les i face à Donovan Mitchell. Il a complètement dominé les débats. Du côté des Clippers face aux Pelicans, les Clippers qui ont démontré qu'ils sont bien dans la discussion des favoris pour le titre NBA. Et Paul George et Kawhi Leonard ont fait taire toutes les critiques sur cette rencontre. Du côté des Sixers et Philadelphie, ont encore des questions sur le système Brett Brown qui a donc installé Ben Simmons au poste 4 et ça n'a pas payé malgré un énorme match de Joel Embiid. Et on va terminer avec les Lakers face aux Raptors de Toronto. Les Lakers qui font comprendre à la planète entière que les Raptors restent favoris pour le titre de champion NBA, que ce soit avec ou que ce soit sans Kawhi Leonard. Voilà pour la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté. N'oubliez pas de suivre les versions longues de nos talk show. Je rappelle que même cette quotidienne est une version longue puisqu'il y a tellement de matchs à analyser. Total Africa NBA, retour sur les Africains à la saison, la reprise avec les Africains en NBA et on n'oublie pas le Dino Talks de Mike Laviole qui revient sur l'après Lakers Raptors. Merci de rester connecté sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 sur le digital. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.